Salut à tous, bienvenue dans votre émission 100% Olympique Lyonnais, 0% langue de bois. Il est présent sur ce plateau et c'est du lourd, mesdames et messieurs, Nicolas Putebois. Salut Nico. Salut Razik, salut à tous. C'est du lourd, c'était plutôt positif. Hein. Ah oui, bah, dans les deux sens alors du coup. Tout seul, ce lundi, ouais. Émission un peu exceptionnelle, particulière, parce que justement on a invité nos internautes, nos fidèles téléspectateurs à nous envoyer vos questions, leurs questions via le hashtag TKYDG. Sur le site aussi olympiquelyonnais.com, donc de nombreuses questions pour notre consultant de choc, Nicolas Putebois. Voilà, on va essayer d'y répondre. Donc, sans langue de bois. Et sans langue de bois. T'aimes bien ce début, hein, ce début d'émission, comme je dis, 100% OL et 0% langue de bois. Exactement, ça nous correspond. Défaite de l'Olympique Lyonnais à Nice, 1-0. Nico, l'OL qui chute à Nice. Voilà, forcément, on l'évoque depuis le début de la saison, des hauts, des bas, et là c'est des bas à Nice. Ouais, c'est la régularité de l'Olympique Lyonnais dans les contre-performances, malheureusement. C'est quasiment un copier-coller du match aller. On a beaucoup d'occasions et voilà, malheureusement, on ne concrétise pas nos occasions. Donc voilà, tout en faisant un bon match, parce que je trouve que dans le jeu, c'était plutôt intéressant. Voilà, il a manqué la finition et l'efficacité. Quand je dis débat, c'est dans les résultats hein, et dans le classement. Oui, on le regarde, ce classement de Ligue 1, et on voit l'Olympique Lyonnais qui perd des points face à Lille. Lille, 6 points d'avance voilà, de cette équipe Olympique Lyonnais. C'est ça un peu finalement pourquoi on dit débat et pourquoi les supporters sont déçus depuis hier soir. C'est parce que l'OL se fait distancer au classement par le LOSC. On se fait distancer par Lille qui lui a fait le boulot. Donc on se retrouve à 6 points et puis ceux de derrière grappillent des points sur nous. Donc, ouais, c'est pas... Saint-Etienne et surtout l'Olympique de Marseille en crise et l'OL à 6 points tu vois, j'ai même dit que 6 points d'avance par rapport à cette équipe de Marseille qui est pourtant en crise. Ouais, Marseille est sur 2 bons résultats d'affilée, donc on voit que au classement tout va vite, dans un sens comme dans l'autre, donc on n'a pas le droit à l'erreur. Là, malheureusement, l'OL a peut-être grillé un joker face à un adversaire qui était à leur portée. Des attaquants en panne. Des attaquants en panne qui n'ont pas marqué de but à Nice. Je vous propose de regarder ces stats justement, ces stats foot, un fidèle, hein, vous le connaissez, stats foot, il est très présent sur Twitter, d'ailleurs je vous invite à le suivre. Aucun joueur a inscrit plus de 7 buts avec l'OL après 24 journées de Ligue 1 cette saison, une première à ce stade de la compétition depuis l'exercice 2006-2007. Inquiétant, Nico ? Pas inquiétant, mais c'est vrai que le président a souvent tendance à dire qu'on est l'équipe qui frappe le plus au but. Malheureusement, j'aimerais qu'on soit l'équipe qui frappe un peu moins au but, mais qui concrétise un peu plus ses occasions. Parce que là, en définitive, on a plusieurs meilleurs buteurs, en fin de compte. Il y a plusieurs joueurs qui marquent 6 ou 7 buts. C'est vrai qu'en général, l'année dernière, on avait Mariano qui se détachait, qui était un serial buteur pour le coup. Là, Dembélé était bien parti. Bon, malheureusement, il a été un peu maladroit et il a manqué de réussite sur sa tête qui frappe le poteau. Donc voilà, on ne peut pas lui en vouloir. Je pense que le futur serial buteur de l'OL, ce sera peut-être Dembélé. Ce sera peut-être Dembélé, peut-être. Peut-être. Voilà. Vite se réveiller en tout cas. Une autre statistique aussi qui concerne Anthony Lopez en l'occurrence. Cette saison en Ligue 1, il est arrivé à 8 reprises qu'un gardien réalise 8 arrêts ou plus dans un même match. À 6 reprises, l'adversaire était l'OL. Ouais, on a tendance à faire briller les gardiens adverses. Alors là, pour le coup, Benitez a fait 1 ou 2 très beaux arrêts. Mais souvent, on a tendance à plutôt faire briller le gardien, plutôt à ce que ce soit le gardien qui fasse des arrêts exceptionnels. C'est-à-dire qu'en termes de finition devant le but, voilà, on a tendance à plutôt mettre les ballons sur le gardien ou à portée du gardien, plutôt que ce soit le gardien adverse qui fasse des arrêts exceptionnels. Donc ça arrive quand même fréquemment. Là, sur Memphis, pour le coup, hier, Benitez fait un très bel arrêt, mais Memphis pouvait la mettre qu'à cet endroit-là. Donc voilà, ceci explique peut-être cela. Ça va. Nico, on l'a dit, émission particulière, vous avez la parole, c'est votre émission, hashtag TKYDG, vous avez été nombreux, cette émission est enregistrée, on ne vous le cache pas, vous avez été nombreux à nous envoyer justement vos tweets, vos messages, vos commentaires, et on va commencer par un fidèle aussi, c'est Adama Diallo du Sénégal, et on salue tous nos amis du Sénégal, de nombreux supporters de l'Olympique Lyonnais au Sénégal, et Adama Diallo qui dit, Nico, donc première question pour toi Nicolas, il est temps de parler des changements très très tardifs du coach, c'est inadmissible surtout dans ce genre de match, je pense. Il est temps de donner sa chance à Maxwell qui mérite sa place plus que Bertrand Traoré qui ralentit le jeu. D'accord ou pas d'accord avec Adama Diallo? Alors, je suis d'accord sur le fait que Traoré ralentit le jeu. Ça mérite d'être clair. Non, mais c'est vrai que voilà, il lui faut beaucoup de touches de balle. Alors, on sait qu'il aime bien tripoter le ballon, mais bon, en ce moment, il n'est pas très en forme, notre ami Bertrand Traoré. Maxwell Cornet, dans les gros matchs, a plutôt été performant.
Voilà, donc pourquoi pas lui redonner sa chance. En plus, on se rapproche du match face au Barça. Il aime les grosses affiches, donc pourquoi pas le relancer à ce moment-là. Ensuite, en ce qui concerne les changements tardifs, je suis un peu d'accord avec lui. Dans le sens où c'est vrai que Bruno Genesio a tendance à faire ses changements plutôt à la 75e, 80e minute de jeu, plutôt que de tenter un électrochoc à la 55e ou à la 60e. Donc oui, ça laisse peu de temps pour les joueurs entrants de s'exprimer, mais en tout cas, les derniers changements qu'il a faits avaient plutôt porté ses fruits. Plutôt porter leurs fruits, pardon. C'est pour ça que je disais le peu. Alors le peu, c'est parce que tu mets un petit bémol. Oui, parce que du coup, là voilà, on fixe le match de ce week-end où c'est vrai que moi, Ndombele, on a bien vu qu'il avait pris un coup et qu'il était fatigué, on aurait pu le changer. Traoré, qui apportait pas grand-chose, on aurait pu faire rentrer Maxwell Cornet avant, mais on aurait pu. C'est toujours plus facile quand on est assis dans notre fauteuil de dire bah moi je ferais ci, moi je ferais ça. Voilà, il n'y a que la vérité du terrain qui compte et la vérité du terrain, c'est les acteurs qui le mettent en place. Bruno Genesio et ses joueurs, donc voilà, c'est toujours plus facile pour nous observateurs de faire des choix qui sont que de la fiction en définitive. Donc oui, moi aussi j'aurais préféré parce que apporter un peu de fraîcheur dans ce match, un peu de folie, un peu de peut-être un peu plus tôt, parce que dans un match comme hier, on aurait pu jouer 90 minutes de plus. Je suis pas sûr qu'on aurait concrétisé nos occasions. Donc voilà, apporter un peu de folie, un peu de fraîcheur, des fois, ça fait du bien à l'équipe. Et puis les entrants, ces derniers temps, ont plutôt été bons. Donc c'est vrai que des fois, peut-être que Bruno Genesio gagnerait à faire rentrer ses remplaçants un peu plus tôt. Merci pour la réponse. Voilà, c'est ce qu'on voulait. Voilà. C'est pour ça qu'on est vraiment content parce que c'est ce qu'on voulait pour cette émission. Des questions des supporters et une réponse de notre consultant. Encore une fois, c'est en toute objectivité, subjectivité, je ne sais pas comment on peut dire, parce que voilà, c'est ton regard. Ah, voilà, c'est ma grille de lecture, c'est mon expérience par rapport à mon vécu, par rapport à ce que j'aime du foot. Voilà, ça n'a rien de personnel avec qui que ce soit, aussi bien les joueurs que Bruno Genesio. Ça reste que du foot. Il l'a très bien dit en préambule du match d'hier, c'est qu'il y a bien plus important dans la vie. Donc voilà, on parle de foot avec passion et avec envie. Allez, c'est une question cette fois-ci de Loïc qui concerne Martin Terrier. Pourquoi Bruno Genesio n'essaye pas Martin Terrier en tant qu'ailier droit? On sait que sa relation avec Moussa Dembélé sur le terrain est exceptionnelle et cela permettrait de garder Memphis en tant qu'ailier gauche en plus. Alors je suppose qu'il dit que sa relation est exceptionnelle parce qu'il les voit jouer en équipe de France Espoir, parce qu'à l'OL, je suis pas sûr qu'ils étaient associés très souvent ensemble. Mais oui, pourquoi pas? Pourquoi pas faire jouer c'est vrai qu'on a tendance à l'OL à faire jouer fausse patte comme on dit, donc pour que les ailiers puissent rentrer sur leur bon pied, mais plutôt que de déborder et de centrer. Je pense qu'avec Dembélé on pourrait changer un peu de philosophie et notre fusil d'épaule, parce que c'est un très bon joueur de tête et il va peut-être falloir maintenant apporter les ballons dans la surface par des centres. Que ce soit en allant vers la ligne de but ou peut-être aux alentours des 18 mètres pour varier un peu notre jeu. Donc oui, il va falloir, pourquoi pas tenter Martin Terrier, mais je pense que dans... T'as pas l'air très convaincu, excuse-moi. Je pense que dans l'esprit de Bruno Genesio, c'est plus Maxwell Cornet qui doit pallier au changement de poste avec Bertrand Traoré, quoi. Donc dans l'esprit de Bruno Genesio, mais dans le tien? Dans le mien, ça pourrait être à essayer. Moi, ce que je déplore, c'est que c'est assez stéréotypé, c'est-à-dire que Bertrand Traoré reste à droite, Memphis reste à gauche, et il n'y a pas de changement, en fait, il n'y a pas de permutation. Nous, on avait tendance à dire, dans toutes les équipes que j'ai pu jouer, que ce soit en CFA ou en professionnel, c'est bien d'alterner et de faire permuter nos ailiers pour apporter justement de la diversité dans notre jeu. C'est peut-être ce qui manque aujourd'hui à l'OL, parce que les joueurs, il n'y a pas beaucoup de dépassement de fonction, hormis les latéraux qui apportent offensivement. C'est bénéfique à l'équipe, bien entendu. Mais c'est vrai qu'en termes... par rapport à nos ailiers, dans l'animation offensive, je pense qu'ils sont toujours dans leur positionnement et il y a peu de permutations, il y a peu de dépassement de fonction et c'est un peu dommage parce que ça crée de la diversité et ça permettrait peut-être de prendre à défaut nos adversaires plus facilement. Ils prennent pas de risques? En fait, quand on décortique un peu le jeu de Bertrand Traoré, il fait un peu toujours la même chose. On sait qu'il fixe son vis-à-vis pour rentrer à l'intérieur du jeu et enrouler une frappe. Une fois qu'on l'a vu une fois, on l'a vu 1000 fois, on sait ce qu'il va faire. Donc, ce serait bien aussi d'apporter. Alors, autant au début, il était assez imprévisible, autant maintenant. C'est sa force plutôt, ouais. C'était sa force, et je pense que c'est devenu. C'est pour ça que les supporters, les observateurs critiquent un peu les performances actuelles de Bertrand Traoré, parce qu'aujourd'hui, il est vraiment prévisible. Il n'est plus imprévisible du tout. Et ce qui est intéressant pour poursuivre ce débat, est-ce que c'est le joueur qui doit se remettre en question par rapport à ce que tu viens de dire, ou alors c'est Gérald Baticle, entraîneur des attaquants, qui doit travailler par rapport à ce que tu viens d'évoquer aussi? Après, je ne sais pas ce qui se dit dans le vestiaire, je ne sais pas quelles sont les consignes du coach en termes d'animation offensive, donc je peux pas m'immiscer là-dedans. Moi, j'aimerais qu'il y ait plus de permutations et que ce soit
Peu importe finalement ce que tu veux dire, c'est peu importe qui se remet en question. En fait, oui, c'est une remise en question de chacun. C'est-à-dire que je pense qu'il y a aussi dans la philosophie de jeu pour avoir des armes supplémentaires, des cordes en plus à notre arc, mais aussi le joueur, parce que le joueur en définitive, c'est à lui de se remettre en question pour améliorer ses performances, parce que on sait qu'en plus le football c'est un sport individuel dans un sport collectif. Il y a ce côté un peu égoïste. Exactement. Donc s'il veut être performant et gagner en valeur marchande et pour pouvoir aller peut-être jouer dans un club un peu plus huppé, entre guillemets, parce que l'OL c'est déjà un très bon club, il y a une remise en question de chaque instant pour être plus performant, parce qu'on est compétiteur, parce qu'on veut gagner des trophées et parce qu'on veut être meilleur tout simplement, on veut progresser. Allez, une question de Tifoun, TKYDG, n'oubliez pas, c'est sur les réseaux sociaux, olympiquelyonnais.com, sur internet. C'est Tifoun, au final hier, donc dimanche, beaucoup d'intrusions dans la surface avec un faible ratio de mise en danger du gardien, problème de travail devant le but, problème d'automatisme à l'entraînement, point d'interrogation, on en revient un peu à la même chose. Nico ? Ouais, je pense qu'il travaille devant le but, parce que de toute façon, connaissant les semaines type d'entraînement, on sait qu'il y a forcément 1 ou 2 fois dans la semaine, si c'est pas 3, où les attaquants finissent devant le but avec le 2e ou le 3e gardien. Donc, je pense qu'ils le font, ça, ce travail-là. Après, moi, ce que je mets en avant sur le match d'hier, c'est plus le manque d'implication. Le manque de justesse dans l'avant-dernier geste ou le dernier geste, ce côté tueur où vraiment on a envie de tout enfoncer pour marquer ce but-là. Après, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a des adversaires pendant les matchs, alors qu'il n'y en a pas forcément d'adversaires à l'entraînement dans du jeu devant le but. Donc si on joue comme on s'entraîne, comme on dit, et que lors du jeu devant le but à l'entraînement, il n'y a pas d'adversité, forcément, on prend son temps, on fait un contrôle de plus, on fait une touche de trop peut-être, ce qu'on n'a pas le temps de faire en match. Donc voilà, il faut pour moi peut-être simplifier un peu le jeu devant le but ou frapper en une touche de manière instantanée, être plus tueur, vouloir fracasser cette cage pour pouvoir, parce que là c'est pas possible, 52 tirs, 0 but face à Nice. Match aller-retour, 52 tirs, c'est 0 but, c'est pas concevable quand on est une équipe comme Olympique Lyonnais. Face au Barça, la moindre occasion, il faudra la mettre, il faudra être hyper efficace. C'est pour ça, quelque part, dans ton analyse qu'on retrouve, et là je fais encore de l'autopromo sur olympiquelyonnais.com, l'œil de Nico, tu le disais très justement, en disant effectivement, voilà, l'OL a bien joué plutôt. Oui, moi j'ai trouvé que dans le jeu c'était plutôt intéressant. Sauf quand tu ne peux pas trouver d'excuses, c'est-à-dire que l'OL aurait dû planter, l'OL aurait dû au moins gagner ce match, voire match nul. Oui, mais quand on se procure autant d'occasions. Gagner ou match nul? Non, moi je pense que l'OL doit gagner ce match-là. On est d'accord. On doit vraiment gagner ce match-là, c'est sûr. Après ça arrive dans le foot, forcément. Oui. Tant qu'on n'a pas tué le match, l'équipe adverse reste en vie. Et on a pu le voir hier sur une occasion, sur une erreur individuelle qui provoque un penalty, on perd le match. Ce scénario, on l'a vu des dizaines de fois. l'OL peut s'en vouloir qu'à lui-même. Mais voilà, l'OL avec vraiment les moyens et les capacités hier de remporter ce match 2-3-0, facile. Mais après, la physionomie du match fait qu'on laisse Nice en vie, on leur redonne confiance et sur la moindre opportunité, ils nous plantent la banderie qui fait basculer le match, quoi. Voilà. En première mi-temps, on doit rentrer avec 1 ou 2 buts d'écart au score, quoi. Donc voilà, et le match n'est plus le même du tout. Et comme les joueurs regardent cette émission ou écoutent, Anthony Lopez notamment, on le salue, dans sa voiture. Qui fait un bel arrêt en début de match, qui nous met d'entrée. Est-ce que tu as envie de leur dire à ces joueurs justement que même à l'entraînement, c'est peut-être à l'entraînement qu'il faut mettre un peu plus aller au diapason, justement, avoir cette culture, encore une fois. De toute façon, j'ai tendance à dire, parce que c'est ce qu'on m'a inculqué quand j'étais au centre de formation à l'OL, c'est qu'on joue comme on s'entraîne. Et l'exigence qu'on met tous les jours à l'entraînement, normalement, elle se répercute en match. Ensuite, j'ai eu la chance de m'entraîner avec un mec comme Grégory Coupet ou comme Juninho. C'est des gens qui, peu importe l'adversaire, peu importe que ce soit en entraînement ou en match, ils avaient la culture de la victoire et la culture du geste superflu. Ces mecs-là, ils éliminaient tout geste superflu, justement. Pour pas, c'était un contrôle, une passe, ça c'était la vraie technique. S'il fallait jouer en une touche, ils savaient qu'il fallait jouer en une touche. Il n'y avait pas, je prends le ballon, je fais mon contrôle, je fais une touche de balle, je lève la tête pour savoir ce que je vais faire. Ils savaient, parce qu'ils avaient vu avant. Parce que c'était des joueurs de très haut niveau qui s'adaptaient à leurs adversaires et qui mettaient... ils avaient un temps d'avance tout le temps parce que c'était dans leur philosophie, c'était dans leur caractère et dans leur manière de travailler. Allez, une autre question, cette fois-ci, c'est posée par un fidèle internaute de olympiquelyonnais.com, Mimoun. Merci Nico pour les commentaires et analyses sur ce site. Compliment. Merci. Toujours bienvenu. Il faut les prendre, ils sont rares. Une question aujourd'hui suite au match d'hier, donc le match du dimanche soir, mais qui dépasse le cas de ce de Nice-OL. Pourquoi ne voit-on plus de combinaison travailler à l'entraînement sur les coups de pied arrêtés, type coup franc dans les 35 derniers mètres ou corner nombreux dimanche soir?
C'est une bonne question. Ça se travaille, ça aussi. Ça aussi. J'en sais rien. Je suis pas au quotidien avec eux, donc c'est vrai que avant on avait enfin voilà, on a toujours eu de bons tireurs de coups de pied arrêtés, bah, surtout avec Juninho, ça c'était indéniable. Là, il n'y avait pas besoin de combinaison parce qu'il mettait le ballon là où il voulait. Mais c'est vrai que je pense qu'on a plutôt de la matière dans le domaine aérien, on a plutôt des qualités. Et puis on en rajoute une avec Dembélé. Mais on a vu qu'hier, souvent, sur les coups de pied arrêtés, on prenait le ballon. Marcelo, Dembélé, on prenait l'avantage sur notre vis-à-vis. Donc je pense que si on rajoutait à ça des combinaisons, ça pourrait apporter des armes supplémentaires. Mais je pense que là, juste avec un peu plus d'engagement, un peu plus d'agressivité positive pour essayer de marquer le but. On aurait pu, que ce soit sous coup de pied arrêté ou sur des phases de jeu placées, parce qu'hier on en a eu plutôt, on a eu de nombreuses occasions. En fait, on s'est créé de nombreuses occasions. Je pense voilà, même sans les combinaisons, on aurait pu trouver la faille face à Nice. Mais oui. Après, voilà, ça demande du temps. Aujourd'hui, l'OL joue tous les 3 jours, donc c'est peut-être aussi compliqué de mettre en place au quotidien des séances juste pour les coups de pied arrêtés, même si ça pourrait être une arme supplémentaire. D'ailleurs, c'était évoqué par les commentateurs de Canal+ en parlant de la fatigue. Bon, alors la fatigue, je suis pas d'accord avec la fatigue. Là, Par contre, en effet, pour travailler, on est plus, quand on joue tous les 3 jours, on est plus dans des phases de récupération et de préparation de match que dans des phases de travail. Voilà, mais ça, c'est vrai que normalement, ça se fait peut-être plus en début de saison. Donc voilà, Après, comme je vous dis, je ne suis pas au quotidien au centre de formation de l'OL pour pouvoir voir ce qui se passe. Donc voilà, mais là, on est plus dans des phases de on fait nos matchs, on récupère, on est en préparation du match suivant et on rejoue le match. Donc voilà, quand on joue tous les 3 jours, voilà, on est plus en phase de récupération qu'en phase de travail. Une question de Don Calvo posée sur Twitter avec le hashtag TKYDG. Pourquoi il ne met pas, c'est Bruno Genesio, j'imagine, un 6 derrière Aouar et Ndombele pour un peu les libérer du travail défensif? Et ça, j'ai déjà posé moi la question aussi parce que ça m'interpelle, personnellement. Mais parce que du coup, on change de manière de jouer avec un 6. Ça fait un joueur supplémentaire. Donc ça veut dire que soit on se passe d'un numéro 10 et donc de Nabil Fekir, si on est en 4-3-3. Pourquoi tu me regardes comme ça? Non, mais parce qu'à un moment donné, ça dépend comment on veut jouer. Soit on joue avec un numéro 10, mais du coup, on a 2 attaquants, on joue plus avec les ailiers. Donc là, dans le schéma actuel, voilà, on peut pas rajouter un. Enfin, dans le schéma actuel, oui, c'est vrai que ça permettrait de libérer Aouar et Ndombele. Ce serait plus, du coup, un rôle de relayeur avec un peu plus de projection vers l'avant. Mais en tout cas, on n'aurait plus ces ailiers. Il faudrait trouver une autre solution. Et je pense qu'aujourd'hui, dans l'esprit de Bruno Genesio, il veut faire jouer Memphis, il veut faire jouer Fekir, il veut faire jouer Traoré avec Dembélé. Donc voilà, aujourd'hui, il n'y a pas de place pour un. Il est dans sa logique quelque part. Bah oui, c'est cohérent dans ses choix par rapport au choix qu'il fait aujourd'hui, en tout cas offensivement. Il n'y a pas de place pour un numéro 6 à la pointe du triangle entre Aouar et Ndombele. Te concernant maintenant, Nico, ouais. Tu dois te mouiller un petit peu. Pour toi, encore une fois, on t'a déjà posé la question, mais quel est le 11 idéal par rapport à un tel effectif, par rapport à tout ce qu'on a évoqué, par rapport à toutes les questions des supporters, et par rapport à ta propre observation et ta propre connaissance du football, tu l'as dit tout à l'heure, qu'est-ce que tu concocterais comme 11 ? Quel est le plus pertinent pour toi? Moi, j'aime bien ce dispositif en 4-2-3-1 parce que du coup, ça apporte une stabilité défensive. Ça apporte quand les deux milieux de terrain jouent en piston, c'est-à-dire que quand il y en a un qui monte, l'autre prend la place pour rester en sentinelle. Ça apporte quand même offensivement de la matière avec des ailiers. J'aime bien aussi qu'ils permutent ces ailiers justement pour apporter un peu de folie. Un numéro 10, parce que pour moi, le foot se joue avec un numéro 10, même si c'est toujours compliqué parce que après, il faut trouver aussi l'équilibre défensif, donc ça veut dire beaucoup d'efforts de la part de nos deux ailiers pour compenser un peu défensivement. Donc moi, ce 4-2-3-1 me plaît bien. Après, dans ce 4-2-3-1, il faut mettre les meilleurs... parce qu'il y a aussi la complémentarité des joueurs qui rentre en compte. Il ne faut pas mettre les 11 meilleurs, il faut mettre le meilleur 11. Ça, c'est pas de moi. C'est pas de moi, mais je pense que c'est une vérité. C'est pour ça que j'étais surpris. J'avoue que j'étais surpris, hein, mais tu peux continuer. Parce qu'on a beau mettre les 11 meilleurs, s'ils se tirent dans les pattes, s'il n'y a pas d'équipe, si on n'a pas un vrai collectif, ça ne servira à rien. Donc autant mettre le meilleur 11, c'est mieux. Donc là, dans l'état actuel des choses, Anthony Lopez qui est indiscutable. Denayer également. J'ai un point d'interrogation sur Marcelo. Est-ce que je ne mettrais pas Marsal? Est-ce que je ne mettrais pas notre défenseur central? Donc ouais, ce serait Marsal, parce que Morel ne joue plus trop. Je sais qu'il a joué avec la réserve ce week-end. Ferland Mendy à gauche.
Raphaël ou Dubois à droite. Raphaël ou Dubois? C'est intéressant ça. Ouais, c'est une bonne question. Je pense que Dubois est plutôt bien en ce moment. Après, Raphaël est blessé, donc ça me sauve. Aujourd'hui, je mettrais Dubois parce que Raphaël est blessé. Ensuite, bah oui, le milieu de terrain aujourd'hui, il fonctionne plutôt bien, même si je le trouve fatigué avec Ndombele, Aouar, Nabil Fekir en numéro 10, Dembélé dans l'axe. Et après vient la question des ailiers. Moi, je suis pas trop pour. Je suis plus pour les ailiers qui jouent sur leurs bons pieds et qui vont centrer dans la surface plutôt que des mecs qui reviennent qui jouent fausse patte et qui reviennent sur leurs bons pieds pour rentrer intérieur. J'aime bien quand ça dédouble sur le côté. J'aime bien quand il y a des centres devant le but. Alors du coup, je mettrais plutôt Memphis à droite et puis de l'autre côté, c'est une bonne question. J'en sais rien. Alors n'hésitez pas à réagir, hein, bien évidemment. Ouais. J'ai fait exprès un petit peu. On l'a mis Nicolas Pitbois sur le grill. Nicolas, ça y est, il faut se mouiller. Il s'est mouillé. À vous de réagir. Hashtag TKYDG. N'hésitez pas à l'interpeller. Il est sur Twitter en plus. Ouais, voilà, et puis il va répondre. Hein, Quand j'aurai du temps, je répondrai. Et au niveau de la philosophie de jeu, parce que c'est la même chose, par rapport à l'état d'esprit, comment tu as envie de voir cette équipe jouer? Quelle est ta philosophie de jeu, toi, par rapport à cette équipe Stade Olympique Lyonnais? Parce qu'on en parle souvent aussi. Ouais. On dit effectivement, il y a le 11, mais il n'y a pas que le 11. Non, mais c'est sûr. Moi, j'ai apprécié face à Paris le gros pressing qu'on a pu mettre. Hier, c'est vrai que face à Nice, c'est eux qui nous ont imposé le pressing. Qui nous ont fait déjouer, en tout cas en début de match. Après, on a repris un peu le dessus. Mais j'aime bien quand on va chercher un peu le porteur du ballon, quand toute l'équipe joue assez haut, parce que quand on récupère haut le ballon, comme on est très fort dans les phases de transition défensive, offensive, on se projette rapidement devant le but et ça nous permet de nous procurer pas mal d'occasions. Donc voilà, récup médiane ou récup haute me paraît plutôt intéressant pour l'OL. J'aime quand, un peu comme les gardiens, l'équipe avance en fait sur le porteur du ballon, quand on défend en avançant, quand on subit pas. Je préfère qu'on soit nous qui soyons dans l'action plutôt qu'on subisse. Donc ouais, j'aime quand cette équipe elle est conquérante quoi, simplement. Tout simplement. Facile à dire, mais difficile à réaliser. Parce que du coup, physiquement, il faut être prêt parce que ça demande beaucoup d'efforts. Donc bien entendu, ça demande du travail. Ça demande du travail. Une question de Nico sur Twitter. Comment expliquer la mise à l'écart de Marsal du 11 alors qu'il était le plus régulier avec la défense à 5, alors que malgré un faible nombre de buts encaissés depuis le derby, Marcelo est toujours aussi inquiétant? 3 petits points. C'est gentil, inquiétant. Mais il est bienveillant. Ce Nicolas-là est bienveillant. Lui, il va pas se faire tirer les oreilles, c'est bien. Non, oui, je trouve Marcelo pas dans son assiette depuis le début de la saison. Très franchement, pour moi aujourd'hui. Il faut le sortir. Oui, très sincèrement, pour moi, oui. C'est pour ça, je l'ai dit tout à l'heure. Je pense que je mettrais Marsal avec Denayer, parce que c'est vrai que dans la défense à 3, enfin à 5, il avait fait plutôt des bonnes rentrées sur son côté gauche. Donc oui, aujourd'hui, peut-être que alors. À 10 jours de Barcelone, c'est compliqué parce qu'on tente pas, on tente pas des coups de poker comme ça. Donc on a besoin de stabilité, de créer des automatismes et des vrais automatismes. Donc là, le choix de Bruno Genesio aujourd'hui, c'est de faire une charnière Denayer-Marcelo. Il commence à avoir des automatismes, même si c'est pas l'assurance tout risque, mais en tout cas, c'est cohérent dans son esprit de laisser la charnière qu'il a décidé de faire jouer. Voilà. On ne peut pas révolutionner, à l'approche d'un match aussi important, on ne peut pas révolutionner sa défense. Et concernant Marcelo, c'est son niveau, c'est-à-dire entre guillemets, les niveaux est un peu limité pour l'Olympique Lyonnais, ou c'est... Non mais, je sais pas, c'est une question, il y a un point d'interrogation, mais je ne suis pas avoir mon avis, bien évidemment. Et alors je pense que toi ou moi, on est plus rapide. Et pourtant, on a l'autre trop. Mais au-delà de ça, est-ce que voilà, c'est un problème de niveau, il n'a pas le niveau pour l'OL, carrément, ou il a régressé, ou parce qu'il a prolongé justement et hop, il s'est laissé un peu se reposer sur ses lauriers. Voilà. J'aurais plutôt tendance à dire ça. C'est qu'en général, je l'ai déjà dit dans cette émission, mais en général, quand les joueurs re-signent des contrats à longue durée, 3 ans à son âge, c'est un contrat à longue durée, ils ont tendance à se reposer un peu sur leur laurier, à décompresser, parce qu'ils ont fait le boulot avant. Pour le coup, Marcelo avait fait une bonne saison, la première saison qu'il a fait à l'OL, je l'avais trouvé plutôt bon. Alors, en manque de vitesse, c'est sûr, c'est pas sa qualité première et ce sera jamais sa qualité première. Mais il compensait par un placement, par un côté un peu leader qu'il a plus du tout en fait sur cette équipe, malheureusement. Mais parce que du coup, ses performances ne peuvent pas lui permettre d'être un vrai leader. On est leader quand on est légitime dans une équipe.
ce qu'est Anthony Lopez, ce qu'est Denayer, ce que commence à avoir Dembélé. Bon, Nabil Fekir l'a toujours eu. Mais du coup, voilà, c'est par nos performances qu'on gagne cette légitimité. Là, Marcelo avait gagné en crédit et il en perd beaucoup depuis le début de saison. Et quand le ballon est dans son dos, il est pris forcément en vitesse. Très bien, voilà, de nombreuses questions, de nombreuses réponses. Encore une fois, à vous de réagir, hashtag TKYDG, vous êtes d'accord, pas d'accord avec Nicolas Pudebois, n'hésitez pas. Ouais, c'est pas pour ça. Pas parce que j'ai un avis que c'est la vérité. Et puis on a coutume de dire qu'on n'a pas la science infuse. Ça, c'est une vérité. Voilà, on débat, on essaie de donner notre avis, mais en tout cas, vous avez tous la parole, parce que je vois sur les réseaux sociaux, c'est insupportable d'entendre on ne peut pas parler parce qu'on n'aime pas Bruno Genesio ou parce qu'on aime Bruno Genesio. Non, pro, anti, qu'est-ce que vous voulez, vous avez la parole. Voilà, à partir du moment qu'il y a du respect, on peut échanger et on doit débattre. Chacun ses idées. Nico, prochain match, justement. Ouais. Guingamp, Ouais. la réception de Guingamp vendredi. Il va falloir vraiment victoire impérative. L'OL a besoin de ces 3 points, encore une fois, lorsqu'on regarde le classement par rapport à Lille et par rapport à ceux qui sont derrière. Oui, ouais, complètement. Là, par rapport à notre place sur le podium et puis à la recherche de cette seconde place en championnat, on a impérativement besoin de battre Guingamp. On l'a fait en coupe, donc à l'extérieur. Donc ça veut dire qu'on doit être capable de le faire à domicile. Voilà, moi j'ai confiance. Je pense qu'on a largement le niveau pour battre Guingamp. Et puis en plus, ce sera une bonne préparation pour le choc de la semaine prochaine. Donc voilà, l'OL doit se préparer dans les meilleures conditions en étant concentré. Là, pour le coup, prendre les matchs les uns après les autres, ça a toute son importance, même si c'est un vrai poncif. Mais du coup, ça a toute son importance. D'abord penser à Guingamp parce que c'est pas le match le plus facile à préparer quand on a le choix entre jouer Lyon-Guingamp ou Lyon-Barça. On préfère jouer des Lyon-Barça. La motivation vient d'elle-même. Donc le match peut-être le plus dur à préparer, ce serait peut-être Lyon-Guingamp. Donc à l'OL d'être bien concentré, d'être professionnel et d'assumer son rang. D'assumer son rang la semaine dernière, tu étais plutôt méfiant, là, plutôt confiant. La semaine dernière, tu as dit attention alors, à Nice, etc. Attention à Nice parce que voilà, c'était une bête blessée, ils venaient de perdre 4-0. Donc forcément, ils avaient à cœur de montrer à leurs supporters et à leur entraîneur que c'était qu'un accident de parcours. Mais j'étais plutôt confiant par rapport à l'OL, ce que nous montrait l'OL d'ailleurs. Sur la dynamique, quoi. Bah ouais, hormis le réalisme et le manque d'efficacité, je trouve qu'en termes de qualité de jeu, on a quand même vu de bonnes choses. Je pense que voilà, il y a juste manqué un peu d'agressivité et un peu d'implication devant le but pour pouvoir gagner ce match-là face à Nice. Donc si on est dans la continuité de la qualité de jeu qu'on produit, je pense que le match face à Guingamp, sans dire que ce soit une formalité, mais en tout cas est largement à notre portée. Maintenant, il faut être concentré et pas penser au match de mardi prochain. C'est danger, parce que c'est vrai qu'on a lu, on a vu, on a entendu normal. Tous ces joueurs. Voilà, c'est humain, c'est normal, parce qu'on voit justement certains supporters qui ne sont pas contents par rapport à ça, en disant qu'ils parlent que du Barça et ils oublient qu'il y a des matchs de Ligue 1 avant. Alors, ils parlent que du Barça parce qu'on leur pose des questions sur le Barça. C'est aussi nous. Alors je suis pas journaliste, mais je me mets aussi là-dedans. C'est-à-dire que on a hâte d'être à mardi prochain, plus que d'être vendredi soir face à Guingamp, pour être très honnête. Voilà, mais parce que c'est le genre de match qui nous intéresse tous, aussi bien supporters que joueurs. Après, les joueurs répondent aux questions qu'on leur pose. C'est sûr qu'on va leur poser beaucoup moins de questions sur Guingamp que sur le Barça. Mais l'environnement, j'imagine que les familles aussi, les amis parlent que du Barça, et même les joueurs, ils sont jeunes. C'est des jeunes joueurs, on est à domicile, je suppose qu'ils ont 1000 appels pour avoir des places, pour avoir ci, pour avoir là, récupère-moi le maillot d'un tel et tout ça. Donc c'est tout l'environnement. En effet, les supporters ont raison. On parle peut-être un peu trop du Barça, mais c'est aussi parce que le contexte veut qu'on parle du Barça, parce que c'est un match exceptionnel, c'est un match qui attire beaucoup plus la convoitise que Lyon-Guingamp, malheureusement. Donc sans manquer de respect à Guingamp, mais voilà. Mais ça va être important vendredi. Mais le match le plus important de la semaine, parce que c'est la semaine prochaine, Barça, le match le plus important de la semaine, c'est Guingamp. C'est Nicolas Pudebois, mais j'aurais pu faire Jean-Michel Pudebois. Franchement, hein, pour le coup. J'étais à bonne école. Pour le coup, merci beaucoup d'avoir joué le jeu en tout cas. Ouais, j'ai essayé. C'est un plaisir de partager cette émission tous les Toujours. lundis avec toi. Toujours. Et puis lundi prochain, il y aura un invité, ne vous inquiétez pas. Rendez-vous justement lundi prochain avant cette rencontre. Oui, ce match est choc contre le FC Barcelone. Rendez-vous lundi prochain pour un nouveau numéro de Tanki Radegone.